Bonjour à toutes et à tous et merci de répondre à cette nouvelle invitation au voyage. C'est tous les jours de l'air pur, de l'évasion et le plaisir des yeux. Et oui, c'est ça voyager, mais c'est aussi le plaisir de la bouche. Et dans le Berry, on va se laisser tenter par la gourmandise. Vilain défaut ou pas, on s'en fiche, les cuisines du château de Valençay ont vu naître le premier des chefs français reconnus à l'étranger. Ça vous fait saliver? Tant mieux puisqu'on fera sa connaissance dans l'incontournable. Aujourd'hui, nous remonterons le temps décidément, et quoi de mieux que la Suisse pour le faire? Genève, c'est la capitale de l'horlogerie. Depuis des siècles, on y fabrique des montres et des carillons. Cet héritage règle aujourd'hui la ville comme un coucou. Mais d'abord, direction le Québec, au temps des pionniers et des pionnières. Il en fallait à l'époque du courage pour avoir la volonté de vivre là-bas, dans ce pays froid, rigoureux. Eh bien, l'écrivain français Louis Hémon est tombé en amour pour cette province. Il a raconté l'épopée de ses colons dans un livre, plusieurs fois adapté au cinéma, notamment avec Michel Morgan, sur les pas de sa Maria Chapdelaine. C'est notre première invitation au voyage. Sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent au Québec, le fjord du Saguenay est une contrée demeurée sauvage. Elle est recouverte d'une épaisse forêt d'épinettes noires. Un majestueux cours d'eau, le Saguenay, conduit au lac Saint-Jean, si grand qu'on dirait la mer. C'est sur cette terre qu'un jeune écrivain français, Louis Hémon, va écrire en 1912 un roman mythique, Maria Chapdelaine. Il raconte l'histoire de la colonisation du Québec, la vie de ces hommes et de ces femmes, courageux pionniers qui ont défriché la terre. Maria Chapdelaine est une paysanne québécoise convoitée par plusieurs soupirants, dont deux que tout oppose. L'un est un croyant exemplaire, travaillant la terre avec acharnement, Eutrope Gagnon. L'autre est un aventurier, coureur des bois, qui commerce les peaux de bêtes avec les Amérindiens, François Paradis. Pour qui le cœur de Maria balancera-t-il? En ce début de XXe siècle, la société québécoise est tiraillée entre l'appel des grands espaces et celui d'une vie plus confortable. Le roman de Louis Hémon va profondément marquer les esprits de cette époque. Il sera utilisé comme un outil de propagande pour favoriser la colonisation et deviendra un classique de la littérature québécoise. Popularisée par le cinéma, Maria prendra les traits en 1983 de l'actrice Carole Laure. Situé au bord de la rivière Péribonka, le village du même nom est cerné de forêts. C'est ici que l'écrivain Louis Hémon pose ses valises en quête de personnages. Soucieux de vivre au plus près des pionniers, il se fait engager comme journalier par un couple de colons. Il s'installe dans leur maison, transformée aujourd'hui en musée. Cette demeure, Louis Hémon va la transposer dans le roman comme étant celle de Maria Chapdelaine. Donc, Louis Hémon, quand il décide de venir au Canada, il a le goût d'aventure. Il est en recherche d'inspiration. Il veut voir comment les gens s'installent sur de nouvelles terres, comment ils travaillent, en fait, cette terre-là. Louis Hémon commence à croquer ses héros. Maria Chapdelaine est forte, mais aussi réservée, presque silencieuse. Elle est la fille de défricheurs de terres acharnés. Quand les colons arrivaient sur une terre, évidemment, la terre était remplie d'arbres, donc il fallait vraiment qu'ils défrichent au maximum pour pouvoir, dans un premier temps, construire leur première maison et, dans un deuxième temps, se faire une terre, donc pour cultiver. S'il y a quelque chose, dit la mère Chapdelaine, qui pourrait me consoler de rester si loin dans le bois, c'est de voir mes hommes faire un beau morceau de terre. Un beau morceau de terre qui a été plein de bois et de chicots et de racines et qu'on revoit une quinzaine après, nu comme la main.
La maison, comme vous voyez de l'extérieur, c'est une maison très, très simple, assez petite. Le hangar, en fait, est plus grand que la maison. C'est une maison qui est fabriquée en bois. Évidemment, le poêle à bois, c'est la pièce maîtresse de la maison. Une maison de colonisation comme celle-ci est très, très peu isolée. Donc, c'était froid, il fallait chauffer. Le grand poêle, à 3 ponts, occupait le milieu de la maison, afin que rien de la précieuse chaleur ne se perdît. Louis Aymon apprécie la compagnie de la maîtresse de maison. Elle lui contait beaucoup d'anecdotes sur ce qui se passait au village, sur des histoires qu'on entendait. L'église catholique Saint-Édouard de Péribonka, fréquentée par les colons, est située à environ 5 km de l'actuelle maison-musée. Elle est centrale dans le roman. Eutrope Gagnon, qui espère épouser Maria Chapdelaine, est un paroissien modèle. La porte de l'église de Péribonka s'ouvrit et les hommes commencèrent à sortir. Un instant plus tôt, elle avait paru désolée, cette église, juchée au bord du chemin, sur la berge haute, au-dessus de la rivière Péribonka. L'église de bois du début du XXe siècle a été reconstruite. Mais ceux qui l'ont bâtie l'ont voulu fidèle au roman Maria Chapdelaine. On sait qu'elle était faite en bois. Louis Aymon le mentionne d'ailleurs dans son roman. On sait aussi qu'elle était très, très modeste. Et il faut en fait voir toute l'influence que cette religion catholique avait à l'époque au Québec. Quand il y avait un nouvel établissement qui se faisait à un endroit, on voyait les missionnaires, des prêtres, des villages voisins qui venaient en mission carrément dire la messe aux colons. Quand la messe fut terminée, ils allèrent au presbytère. Celui-ci était déjà rempli de paroissiens venus de fermes éloignées, car le prêtre canadien n'est pas seulement le directeur de conscience de ses ouailles, mais aussi leur conseiller en toute matière, l'arbitre de leurs querelles. Autre décor emblématique de cette région, le champ de myrtilles appelé bleuet derrière la maison-musée. Louis Aymon imagine au milieu des fruits sauvages Maria Chapdelaine et son autre soupirant, l'intrépide François, flirtant par une chaude journée d'été. La cueillette de bleuets fait vraiment partie d'une tradition ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a encore beaucoup de gens qui vont en cueillir en forêt pour leur consommation personnelle. Ils les congèlent pour en avoir une partie de l'hiver. Il y a cette fameuse scène où Maria Chapdelaine et François Paradis accompagnent en fait la famille Chapdelaine pour la cueillette des bleuets en forêt. Et c'est vraiment, en fait, ils réussissent à s'isoler du groupe familial. Maria se redressa, le cœur en émoi, et alla rejoindre François Paradis. Ils s'enfoncèrent ensemble dans le bois, enjambant les arbres tombés, cherchant du regard autour d'eux les taches violettes des baies mûres. « Il n'y en a pas guère cette année, dit François. Ce sont les gelées de printemps qui les ont fait mourir. » Il apportait à la cueillette son expérience de coureur des bois. Louis Aymon explore la région du lac Saint-Jean. Ce lac est relié à de nombreuses rivières, entre autres la Ouiachiouane, la Péribonka et la Métabetchouane. Des noms évocateurs qui racontent la véritable origine de ce territoire. À environ 80 km de Péribonka se trouve la réserve amérindienne Innu de Machteouiache. Louis Aymon évoque dans le roman les échanges entre les Innu, qu'il appelle les sauvages, et les coureurs des bois. Alors nous sommes dans le magasin général, et qui était le magasin des gens de Machteouiache, où ils venaient faire l'échange de leur fourrure pour des outils, du linge ou de la vaisselle. Les trappeurs ne travaillaient pas seuls. Habituellement, ils travaillaient en équipe avec la parenté ou des gens avec qui ils étaient bien. Imaginez en territoire où il y a beaucoup de solitude, il faut que tu aies des gens qui sont de bonne humeur avec toi. Mais on travaillait. Les gens se levaient tôt le matin jusqu'à la brunante le soir. Et on visite nos pièges là,
On les met la veille, puis on va visiter le lendemain matin. Le soupirant de Maria Chapdelaine, François Paradis, est un trappeur épris de liberté qui côtoie les Amérindiens de près. Je n'ai jamais été bien bon de la terre, vous savez. Faire la chasse, commercer avec les sauvages, ça, c'est mon plaisir. À quelques kilomètres, le site naturel Plume Blanche, miroir de la beauté du monde amérindien, incarne ce qui fait rêver Maria Chapdelaine. Épouser François Paradis la sauverait de la vie résignée de colon que lui propose Eutrope Gagnon. C'est la dynamique, non seulement des amours de Maria, mais la dynamique de la vie agricole versus la vie de chasseur-cueilleur. Deux conceptions du monde. Une conception où tu es sédentaire, où la vie vient de la terre, et une autre conception où tout est la vie autour et plus large, qui est la vie sur le territoire comme tel. Les animaux ont une âme, les arbres ont une âme, tout est animé. C'était l'éternel malentendu des deux races, les pionniers et les sédentaires. Les paysans venus de France, qui avaient continué sur le sol nouveau, leur idéal d'ordre et de paix immobile, et ces autres paysans, en qui le vaste pays sauvage avait réveillé un atavisme lointain de vagabondage et d'aventure. Non loin de Plume Blanche, le village de Val-Jalbert reflète parfaitement l'époque de Maria Chapdelaine. C'est un village qu'on dit de compagnie, avec ses habitations confortables et son école. Il est construit le long d'une rivière, ponctuée par une impressionnante cascade et entouré d'une épaisse forêt. Dans le roman, le trappeur François Paradis, pressé de retrouver Maria Chapdelaine, se perd dans ses bois. Quand François Paradis a su qu'il ne pourrait pas prendre les chars, il a fait une risée et dit comme ça que tant qu'à marcher, il marcherait tout le chemin et qu'il allait gagner le Grand Lac en suivant les rivières. La rivière Croche d'abord et puis la rivière Ouatchouane qui tombe près de Roberval. Donc, dans cet extrait-là, Ouatchouane, il est permis de penser que Louis Aymon faisait mention de la rivière Ouatchouane, celle qui est derrière moi puis qui traverse Val-Jalbert. Vous êtes présentement au village historique de Val-Jalbert, qui est un ancien village de compagnie situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Val-Jalbert, ça commence avec un entrepreneur qui s'appelle Damas Jalbert. Le début du 20e siècle, c'est vraiment une période d'effervescence dans le milieu de la pâte à papier. Et Damas Jalbert, quand il prend connaissance du territoire, quand il voit la réserve forestière qu'on a ici, la chute, qui a un pouvoir extraordinaire, la rivière Ouatchouane, qui peut servir pour le transport du bois, il comprend que c'est l'endroit idéal pour y établir une usine de pâte à papier. Louis Aymon décrit les habitants de Val-Jalbert partant à la recherche de François Paradis. Quand on a su ça, des hommes d'Ouatchouane sont partis après que le temps s'était adouci un peu. Mais la neige avait couvert toutes les pistes et ils sont revenus en disant qu'ils n'avaient rien vu. Voilà 3 jours passés, il s'est écarté. Jusqu'au bout, Maria Chapdelaine attendra avec ferveur son trappeur, François Paradis. Qu'il revienne au printemps, songeant à ce retour, à lui, à son beau visage brûlé de soleil qui se penchera vers le sien, Maria oublie tout le reste. Mais François Paradis meurt. La rude nature a eu raison de lui, et Maria Chapdelaine épouse le travailleur exemplaire et sédentaire, Eutrope Gagnon. Le roman de Louis Aymon sera un best-seller. Il jouera un rôle majeur dans la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, incitant les pionniers à se sédentariser. Cette figure littéraire est devenue si importante pour les Québécois qu'ils ont désigné une incarnation officielle de Maria Chapdelaine. Durant les années 30, une habitante de Péribonka, Eva Bouchard, connue de Louis Aymon, est devenue une Maria Chapdelaine en chair et en os. Une légende vivante dont la mémoire enchante la rivière Péribonka. L'un des métiers les plus fréquents, quand on vivait comme ça dans les bois du Québec, c'était la drave. Pour nous autres, maudits Français, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour les Québécois, en revanche, c'est l'honneur du pays. On voit ça tout de suite dans l'encadré de Thomas Chauvineau. Les grands espaces canadiens ont donné naissance à une héroïne de roman. Maria Chapdelaine, une femme qui préfère rester proche de la nature plutôt que d'aller vivre dans les grandes villes modernes des États-Unis. Dans la littérature québécoise, Maria a son pendant masculin, il s'appelle Menot, maître draveur, un roman que les écoliers ont beaucoup étudié. Il raconte un métier disparu mais qui a forgé le pays, la drave.
Le draveur, c'est un héros national. Il transporte le bois par les cours d'eau, sur des centaines de kilomètres et au péril de sa vie, en dansant parfois sur ce qu'on appelle là-bas des pitounes, les billots de bois, avec leurs bottes flanquées de pitons métalliques pour tenir en équilibre. Au Canada, il n'y a pas que les ours qui sortent de leur tanière au printemps. Il y a aussi le draveur. À ce moment-là, la glace commence à fondre et libère les troncs d'arbres stockés dans les lacs. À coups de gaffe, qu'on appelle ici la tournebille, ou à coups de dynamite, il libère le bois dans le sens du courant pour le convoyer ensuite vers les scieries ou les usines de papier. Le voyage pouvait durer 1 mois. Dangereux, évidemment. Tomber dans une eau à quelques degrés et se retrouver bloqué par les troncs au-dessus de la tête, c'est la noyade ou l'hypothermie assurée. Payer, bien sûr, un salaire de misère, 8 $ par semaine en 1920. En comptant l'inflation, ça ferait à peine 100 $ aujourd'hui. Ils sont encore très présents dans la culture populaire du Québec parce qu'ils racontent l'histoire de la construction de ce pays. Les colons, pionniers venus d'Europe, qui découvrent tout en même temps l'âpreté de cette nouvelle vie et ses paysages sublimes. Le plus célèbre des Québécois leur a d'ailleurs consacré un court-métrage, Félix Leclerc, il s'appelle La Drave. Il y évoque cette vie aussi impitoyable qu'emplie de poésie. Les Américains ont eu leurs cow-boys. Les draveurs, eux, ont forgé le mythe québécois en prenant le bio par les cornes. Invitation Voyage, c'est 3 destinations chaque jour. Et de l'imagination à revendre pour varier les plaisirs. On vous le prouve dans un instant, au château de Valençay. Là-bas, on a trouvé des idées pour que vous sortiez du menu pâtes à tous les repas. Vous goûterez ça dans l'incontournable. Mais d'abord, on remet les pendules à l'heure. C'est facile hein, quand on prend la direction de la Suisse. Nous partons à Genève. Là-bas, la maîtrise du temps est un héritage du passé. C'est notre deuxième invitation au voyage. À Genève, les rues rectilignes et les bâtiments bien alignés évoquent la rigueur, l'ordre et la ponctualité. On peut y ajouter la richesse, la moindre des choses pour cette cité de l'horlogerie de luxe. Seules les courbes des Alpes en arrière-plan et le clapotis du lac Léman, avec son célèbre jet d'eau, apportent un peu de fantaisie. Et pourtant, même l'arabesque du jet d'eau est révélatrice de ce sens de la précision. On dit que l'eau qui monte à 140 mètres, les gouttelettes mettent environ 16 secondes pour redescendre et arriver dans l'eau de nouveau. Le symbole de Genève est plus qu'un monument. Il incarne la mécanique de l'histoire. Cette passion pour la mesure du temps est née des guerres de religion il y a presque 500 ans. Les protestants, fuyant les massacres, se réfugient à Genève. Parmi eux, de nombreux artisans horlogers qui vont s'installer dans un quartier populaire. De génération en génération, ces exilés seront bientôt secondés par d'autres talents venus de toute l'Europe. Ensemble, ils vont entretenir jusqu'à aujourd'hui cet art mêlant la mécanique la plus technique à la délicatesse de l'orfèvrerie. On pense et on réfléchit un peu comme les anciens horlogers. Dans le travail, dans la conception des choses. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas comment ils ont travaillé à l'époque, vous ne pouvez pas recréer une pièce. C'est pas possible. C'est au son du carillon, rythmant le temps des Genevois, que se remonte le fil de cette histoire horlogère. Il provient de la cathédrale Saint-Pierre, située dans le centre historique de la ville. Bâtie au XIIIe siècle, la cathédrale a été remaniée au fil du temps et marie les styles romans, gothiques et néoclassiques. Elle était dédiée au culte catholique jusqu'à ce mois de mai 1536, quand la République de Genève adopte la réforme protestante et rejette l'autorité du pape.
La cathédrale catholique devient dès lors un temple protestant. Le réformateur français, Jean Calvin, qui a développé la forme la plus rigoureuse du protestantisme, y prend ses quartiers. Il bannit immédiatement tout esprit de faste et d'ornementation. Nous sommes dans le lieu même où la messe a été abolie en 1535, la réforme adoptée l'année suivante. Cette cathédrale a donc été transformée pour répondre davantage à l'esprit protestant instauré par cette réforme. Donc les décors polychromes très riches ont été enlevés. Des fresques murales, représentant par exemple des anges musiciens, ont été déposées. Il faut rappeler peut-être que Calvin préconisait une austérité, la sobriété, favorisée par le silence, par le calme des images, par l'environnement visuel beaucoup plus discret. Témoin de ce dépouillement, la simple chaise de bois où trônait Calvin. Le réformateur proscrit les objets de culte décorés par les orfèvres autant que le port de bijoux luxueux. Un seul ornement reste autorisé et même valorisé, celui qui rythme le temps. Que ce soit la montre pour les particuliers ou les cloches, et à partir du XVIIIe siècle le carillon pour la communauté. Calvin a eu une forte influence sur la discipline de vie des fidèles. Et l'un des caractères de cette discipline, c'est la ponctualité. Il veut que les fidèles viennent à l'heure au sermon. Des cloches sont placées dans la ville pour appeler les fidèles à rejoindre les lieux de culte. Et la ponctualité a un lien évidemment avec la mesure du temps. Les cloches sont alors le principal moyen de marquer le temps. La montre portative est tout juste inventée en ce début de XVIe siècle et reste un objet réservé aux plus fortunés. Mais une fois encore, ce sont les protestants qui vont permettre à Genève l'essor de sa fabrication. En 1572, en France, les protestants sont massacrés par milliers durant la nuit de la Saint-Barthélemy. Les Huguenots, comme on les appelle alors, fuient leur pays. Beaucoup se réfugient dans la cité de Calvin. Un siècle plus tard, ils seront rejoints par une deuxième vague d'exilés quand Louis XIV abolit l'édit de Nantes en 1685 et avec lui, toute idée de tolérance en France envers les protestants. Parmi ces huguenots, beaucoup sont des artisans et vont devenir horlogers. On a une vue privilégiée depuis cet endroit sur le quartier Saint-Gervais qui a accueilli les premiers artisans. Ces vagues de réfugiés ont amené avec eux des compétences particulières, des compétences professionnelles, leur savoir-faire, également leur esprit d'entrepreneur, ici à Genève. J'ai l'intuition que le caractère des protestants sur le travail bien fait, sur la rigueur et les gestes, a beaucoup joué sur la manière de travailler dans l'horlogerie où on exige la précision. Ça donne l'impulsion à une nouvelle activité économique avec l'horlogerie. C'est de l'autre côté du Rhône que se trouve le quartier Saint-Gervais, où la grande majorité des protestants vient développer l'art de l'horlogerie. Entre le XVIe et le XIXe siècle, ce petit faubourg populaire vit au rythme du tic-tac des montres. L'activité des horlogers se laisse encore deviner sur certaines façades. Derrière les fenêtres des étages les plus élevés, les artisans travaillaient dans de petits cabinets, d'où leur surnom de cabinotiers. Au fil du temps, d'autres talents sont venus à leur tour se former à cet art si particulier. Ici, on est au cœur du quartier de Saint-Gervais. Et à la fin du XVIIIe siècle, vers 1780, il y avait ici, à Genève, 25 000 habitants et 5 000 cabinotiers. Ça veut dire qu'une grande majorité des Genevois étaient cabinotiers.
Ils travaillaient sous les toits parce que c'est là qu'il y avait le plus de lumière. Donc pour eux, c'était extrêmement important. Et puis, ils travaillaient de manière indépendante. Ils faisaient les aiguilles, les boîtes de montres, ils faisaient le guillochage, ils faisaient tout ça. Parmi les cabinotiers de renom, un certain Isaac Rousseau, le père de Jean-Jacques. Dans cet immeuble, le futur philosophe s'est formé auprès d'un graveur sur montre avant de partir pour d'autres aventures. Gravure, peinture sur émail, ajout de perles ou de pierres précieuses, les montres sont de plus en plus décorées, si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, des dizaines de métiers tournent autour de l'horlogerie dans ce quartier. C'est ce qu'on appelait la fabrique de Saint-Gervais, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de spécialistes qui faisaient des pièces différentes, et toutes ces pièces détachées étaient ensuite apportées au maître horloger, et le maître horloger, il les assemblait, et il en faisait des montres qui étaient diffusées à travers l'Europe, mais aussi à travers l'Asie, puisque les Genevois avaient des comptoirs à peu près dans tous les pays d'Asie, y compris en Chine. Ce ne sont plus des chronomètres, mais de véritables objets de luxe qui sortent de ces discrets ateliers. On peut toujours les admirer dans le centre historique de Genève, à l'abri d'une ancienne fabrique de cadrans de montres. C'est l'extraordinaire collection du musée Patek Philippe. Les quelques 2000 objets précieux, à l'abri de ces vitrines, racontent à quel point les artisans protestants ont su rivaliser d'inventivité. Ces œuvres d'art, pour certains, furent convoitées dans le monde entier. Dans les années 1800, les Anglais ont compris que les Chinois étaient très intéressés par les montres. Mais comme ils ne savaient pas les fabriquer à Londres, ils sont venus s'associer avec les fabricants de montres d'ici. Et cette association entre les marchands anglais et les artisans de Genève a créé un immense marché. On se dispute alors des ouvrages uniques, comme ces boules de Genève qui se portaient en collier, ou encore les montres goussées émaillées, l'une des spécialités des artisans de la ville. Également apportée par des réfugiés huguenots français, la peinture sur émail. Elle permet de réaliser des scènes d'une grande délicatesse qui viennent orner les boîtiers. Genève ne se contente pas de faire du beau et du luxueux. Dans la cité réformée, on cherche toujours à inventer. Et c'est ici qu'un jeune ingénieur français, Adrien Philippe, et un horloger polonais, Antoine Norbert de Patek, mêlent leurs talents pour diffuser, dès 1845, une montre avec remontoir intégré. La couronne sert à remonter la montre. Et c'est elle qui sert aussi, quand on la tire un petit peu, à faire tourner les aiguilles. Et ce mécanisme-là, c'est celui qu'on trouve aujourd'hui dans toutes les montres mécaniques, quelle qu'en soit la marque. En ce milieu de 19e siècle, la révolution industrielle bat son plein dans le nord de l'Europe. L'horlogerie genevoise passe alors de l'artisanat à l'industrie. Des manufactures regroupant des dizaines d'ouvriers s'installent alors sur les bords du Rhône. Acheminée dans les ateliers, l'eau sous pression permet en effet aux machines de fonctionner. C'est pour cette raison qu'en 1886, un jet d'eau de 30 mètres de haut surgit du lac Léman. Ce jet d'eau, finalement, il est issu de l'histoire horlogère. Il servait à faire fonctionner les machines des horlogers. Dans chaque manufacture, il y avait une sorte de robinet qu'on utilisait pour faire fonctionner les machines. Et le soir, on fermait le robinet. Et en fermant le robinet, l'eau était refoulée. Et c'est la raison pour laquelle, de l'autre côté, il fallait ouvrir une soupape pour faire évacuer l'eau vers le ciel, évidemment, avant que tout explose. Depuis 1891, le jet d'eau n'est plus d'aucune utilité industrielle. Mais la ville l'a conservé et célèbre ce symbole visible à des kilomètres à la ronde. C'est un hommage à ces horlogers qui ont marqué depuis 500 ans le temps de Genève. Nous, en tout cas, on n'a pas une minute à perdre, vu la dégustation qui nous attend. Si vous êtes gourmand, gourmet ou les deux,
Ce passage au château de Valençay vous est dédié. C'est l'incontournable. Je veux que vous ayez une belle terre, que vous y receviez brillamment le corps diplomatique, les étrangers marquants. Voilà ce que demande Napoléon Ier à son futur ministre des Relations extérieures. C'est ainsi qu'en 1803, Charles-Maurice de Talleyrand acquiert dans un coin du Berry une pépite de la Renaissance, le château de Valençay, aujourd'hui classé monument historique. Chaque année, près de 100 000 visiteurs admirent son jardin à la française et ses impressionnantes collections, qui lui donnent le cachet d'une demeure encore habitée. Incontournable château de Valençay qui cache une toute autre histoire. Celle de l'ascension d'un cuisinier de génie. L'historien Jérôme Descoux nous met l'eau à la bouche. Antonin Carême arrive à Valençay dans les valises, dans la cuisine du prince de Talleyrand. On est en 1803, 1804, au moment en fait où Talleyrand acquiert le domaine de Valençay. Né parmi les plus pauvres, à l'aube de la Révolution, Antonin Carême est abandonné par ses parents quand il a 8 ans. Mais le gamin est débrouillard et il se fait embaucher dans une grande pâtisserie parisienne. Là, il croise l'homme qui va changer sa vie. Talleyrand, il aime les audaces et sans doute a-t-il repéré chez Carême du talent, de l'audace, du dynamisme. Et la légende voudrait que le prince dise au jeune Carême, eh bien, je vous engage et pendant 1 an, faites-moi quotidiennement des plats différents, magnifiques, abondants, différents les uns des autres. Et c'est ce défi, finalement, que va relever le jeune Carême. Cela durera plus d'1 an. Antonin Carême n'a alors que 20 ans. Il n'est jamais allé à l'école. Il saisit sa chance de parfaire sa formation dans les cuisines d'un homme d'influence qui va tout mettre à sa disposition. Chez Talleyrand, on a les moyens. Qu'est-ce que l'on sert? Il faut imaginer l'arrivée du victuailles, les fromages, les vins, la viande, les poissons. Une cuisine très riche, très abondante, avec du bruit dans les cuisines, avec des odeurs. Pour Carême, pour ce chef, finalement, obtenir les produits de son choix, de grande qualité bien évidemment, eh bien c'est une chance et c'est au service de Talleyrand que Carême va se tailler cette réputation de roi des cuisiniers. Antonin Carême devient ce petit génie de la haute gastronomie. Ses friandises peuvent prendre la forme de villages entiers, de pagodes, de temples égyptiens ou de palais avec leurs pavillons et leurs fontaines. Il y a chez lui cette vocation d'architecte. Il faut que ce soit bon et beau. Carême va contribuer par des plats de construction quasiment architecturale. On pense évidemment à la pièce montée qui est vraiment le symbole de cette construction en hauteur. On ouvre les yeux quand on la voit arriver sur la table. Les beaux-arts sont au nombre de 5, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie, écrira Antonin Carême dans ses ouvrages. C'est tout autant baroque que gothique, enfin, ce sont des éléments incroyables qui nous paraîtraient peut-être aujourd'hui un peu kitsch. Pendant 12 ans, Antonin Carême met tout son savoir-faire au service du prince. On lui prête la création d'une centaine de recettes, dont la pièce montée et le vol au vent. On vient évidemment dîner chez Talleyrand, mais en sachant que l'on va goûter la cuisine, déguster des choses qui sortent de l'ordinaire. Enfin, Antonin Carême, c'est ça. Il surprend
Il surprend d'abord son maître et il surprend les invités. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Dans l'histoire, on n'a pas vu, on n'a pas de traces finalement de cuisiniers aussi audacieux. Je voudrais que dans notre belle France, tout citoyen pût manger des mets succulents. Et cela est facile quand on est servi à souhait par la Providence. C'est en étant au service de Talleyrand qu'il va se faire remarquer, qu'on va le repérer et qu'on va avoir envie de le débaucher pour le prendre à son service. Et c'est ainsi qu'il continue une carrière extraordinaire en Europe. Après ses 12 ans auprès de Talleyrand, Antonin Carême se sent pousser des ailes. Empereur, tsar, prince, ambassadeur s'arrache ses talents. Il est le premier cuisinier à se faire appeler chef. Et c'est l'un des premiers à acquérir une renommée internationale. C'est une star. Il fait rayonner la cuisine française dans le monde entier. Et son patronyme, qui évoque plutôt les restrictions, ne l'a pas contraint. S'appeler Carême et faire une cuisine aussi riche, aussi audacieuse, c'est quand même assez surprenant. Et voilà, c'est une espèce de petite pirouette à l'histoire, en fait. Antonin Carême, ce virtuose de la gastronomie qui lancera dans les cuisines la fameuse stock blanche, meurt à l'âge de 49 ans. Il aurait inhalé de trop grandes quantités de fumée dans ses cuisines. Le charbon nous tue, qu'importe, moins de vie, plus de gloire, se console-t-il dans ses derniers écrits. À défaut de partager avec vous une pièce montée, c'est une nouvelle farandole de destination qu'on goûtera ensemble dès demain. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas le replay, c'est sur arte.tv. Bis bald.